Bienvenue dans Chronique d'une relation perdue. Chers auditeurs, avant de commencer, laissez-nous un petit coucou dans les commentaires et dites-nous d'où vous nous suivez. Si vous avez des suggestions pour améliorer la chaîne, n'hésitez pas à nous en faire part. Commençons par l'histoire. Brody Hopkins s'était bâti une vie que beaucoup enviaient. Avec une vaste demeure nichée dans l'un des quartiers les plus huppés de la ville, une flotte de voitures de luxe scintillant sous des lumières spécialement installées dans son showroom privé, et une épouse ravissante qui faisait tourner les têtes à chaque événement. Son univers semblait hermétique, impeccable, parfait. Son fils de 22 ans, Cyrus, avait hérité de son charme et était prêt à suivre ses traces. Mais sous le lustre du succès se cachait une histoire écrite dans le silence et l'ombre, un passé dont Brody n'avait jamais vraiment échappé, même s'il en parlait rarement. Il n'était qu'un petit garçon lorsqu'Holden et Linda Hopkins l'avaient adopté. Les Hopkins, un couple aisé mais sans enfants, rêvaient d'une famille, et Brody, discret et perspicace, s'était parfaitement intégré à leur vie. Pendant un temps, tout fut parfait. Dîner de famille, vacances d'été, photos qui immortalisaient des sourires sincères. Puis le bélier naquit. Avec l'arrivée du bélier, la place de Brody au sein de la famille changea lentement, puis complètement. L'attention qui le réchauffait autrefois se déplaçait désormais comme un projecteur, fixé en permanence sur son petit frère. Les anniversaires étaient plus raffinés, l'affection plus visible. Bien que Brody les appelait encore papa et maman, il devenait douloureusement évident qui était le vrai fils. Pourtant, il ne nourrissait jamais d'amertume. Pas extérieurement. Au moins, j'ai une famille, se disait-il. Certains enfants ne comprennent même pas ça. Brody se rendait indispensable par d'autres moyens. Il étudiait dur, travaillait plus dur. À l'université, il investissait déjà de petites sommes en bourse, étudiait les graphiques, observait les tendances, apprenait la psychologie du marché. Son instinct était précis, calculé. Au moment où la plupart de ses camarades cherchaient des stages, Brody avait déjà engrangé ses premiers $100 000 de bénéfices. Et il ne s'arrêta pas là. Il transforma ce succès précoce en acquisition stratégique, d'abord de petites entreprises, puis des entreprises multimillionnaires. Si d'autres admiraient son sens des opportunités, ses proches connaissaient la vérité. Brody ne faisait pas d'erreur. Il lisait les gens comme il lisait le marché, calculant les risques, prédisant les résultats et agissant toujours en sa faveur. Mais ce que Brody n'aurait jamais pu prévoir, c'était la trahison qui se tramait chez lui. Kendall était radieuse, magnétique, une image de confiance et de charme. Brody la rencontra lors d'une petite fête organisée par Harry en ville. Elle était entrée vêtue d'une robe vert foncé, riant à une remarque qu'Harry lui avait murmurée à l'oreille. Brody avait remarqué leur regard. Il s'en souvenait encore. Pourtant, Harry les avait présentés avec sa douceur habituelle. Brody, avait-il dit en lui tapant dans le dos. Voici Kendall. Elle est bien trop bien pour toi, mais j'ai pensé te donner une chance. Kendall sourit, les yeux brillants de malice. J'ai entendu parler de toi, l'investisseur de génie parti de rien et qui possède maintenant la moitié de la ville. Brody rit. Je crois que tu t'es adressé aux mauvaises personnes. Non, intervint Harry. Elle me parle, et j'ai toujours raison. C'était le début. Harry encourageait leur relation à chaque instant, laissant entendre à Brody qu'il était rare de rencontrer quelqu'un comme Kendall. C'est Harry qui a poussé Brody à la demander en mariage après 6 mois de relation. Il a même insisté pour être le témoin. Tu me remercieras un jour, avait-il dit en redressant la cravate de Brody avant la cérémonie. Elle sera la meilleure chose qui te soit arrivée. Brody, rayonnant d'excitation nerveuse, n'a jamais douté de lui. Ce qu'il ignorait, ce qu'il ne pouvait pas savoir, c'est que pendant qu'il attendait devant la suite nuptiale, Kendall et Harry étaient à l'intérieur, emmêlés dans un moment volé devenu rituel. Je ne devrais pas faire ça, murmura Kendall, le dos appuyé contre le mur, son souffle chaud contre l'oreille d'Harry. Il esquissa un sourire narquois en lui repoussant les cheveux en arrière. Tu dis ça à chaque fois. C'est le jour de mon mariage, siffla-t-elle. Mais elle ne le repoussa pas, je sais, murmura Harry, sa main parcourant son flanc, ce qui le rendit encore plus excitant. D'ailleurs, pourquoi, avec ce connard, te donner la première? Il ne mérite que mes secondes. Elle gémit doucement lorsqu'il l'embrassa dans le cou, ses doigts agrippant sa veste. Ils se mouvaient comme des danseurs en rythme. Ce n'était pas nouveau. Ce n'était pas la première fois. C'était la tradition. Devant la porte, Brody attendait patiemment,
consultant sa montre et souriant intérieurement. À l'intérieur, à quelques mètres de là, Kind se tenait à côté d'Harry après une brève séance de sexe. Harry Hopkins n'a jamais voulu que Brody parte. Pourquoi l'aurait-il fait? Brody était la poule aux œufs d'or. Sa présence garantissait richesse, sécurité et accès à la propriété. Des avantages dont Harry avait appris à profiter sans lever le petit doigt. Le sens des affaires de Brody finançait non seulement son propre empire, mais aussi, à bien des égards, le mode de vie de ceux qui l'entouraient. Harry n'était pas un imbécile. Il savait que le génie de Brody était rare. Mais Brody était un imbécile à d'autres égards. Confiant, loyal à l'excès, aveugle à la trahison, et cela lui convenait parfaitement. Brody connaissait sa valeur à leurs yeux. Il n'ignorait pas les schémas subtils, la chaleur soudaine qui n'apparaissait qu'en cas de succès, les sourires ténus lors des dîners de famille, la façon dont ces succès étaient toujours suivis par des mains avides de leur part. Mais la famille était la famille, et Brody s'y accrochait. Lorsqu'Holden Hopkins mourut subitement, c'est Brody, bien sûr, qui organisa tout. Pas seulement les funérailles, mais aussi les dépenses, la nécrologie, la crémation, la cérémonie. Le ranch, offert à Holden par Brody quelques mois avant sa mort, devint son dernier repos. Brody n'avait pas lésiné sur les moyens, honorant l'homme qui lui avait autrefois offert un foyer. Il retint même ses larmes lors de l'éloge funèbre, se souvenant du père qu'il avait aimé, même brièvement, tandis que les cendres se déposaient dans le vent à travers les champs. Harry se tenait debout, un bras autour de la taille de Kind. Kind se pencha légèrement vers lui, ses lunettes de soleil noir masquant tout, à l'exception du sourire narquois qui vacillait lorsque personne ne regardait. Derrière eux, un accord tacite tenait bon. Laissons Brody. Tombaient quelques objets sur le sol devant lui. Une petite bouteille de parfum gravé personnalisé brillait sous le clair de lune. Puis une petite cloche en laiton reconnaissable du yacht de Brody. Une clé de voiture, le même modèle que Cyrus a utilisé pour conduire. Et enfin, un anneau. Anneau de Kind. Bélier regarda les objets, ses mains tremblantes. S'il vous plaît, ne me tuez pas, plaida-t-il, sa voix craquant. Prenez tout, s'il vous plaît. Épargnez-moi. Brody gloussa. Que possédez-vous, Bélier? La maison encore la mienne. Les stocks sont toujours à moi, l'argent toujours sur mon compte. Tout ce que j'ai à faire est de faire savoir au monde que je suis en vie. Il s'accroupit bas, sa voix tranchante avec une moquerie. Mais Bélier, que pouvez-vous me donner? Des larmes coulaient sur le visage de Bélier. Il ne pouvait pas parler. Brody rit à nouveau, plus fort cette fois. Allez, frère. Ne pleure pas. Tu m'as vu pleurer quand tu as versé de l'alcool sur moi? Ai-je pleuré quand Kendall m'a poignardé? Ai-je pleuré quand Cyrus m'a frappé? Il se tenait debout, faisant des pas lentement. Tu devrais apprendre quelque chose de moi. Mais là encore, ta mère a pleuré et a supplié aussi. Je suppose que ça fonctionne dans la famille. Brody se tourna pour lui en face complètement. Alors, Bélier, que pouvez-vous me donner? Bélier, maintenant sur un genou, son autre jambe un gâchis brisé, ne pouvait que sangloter. S'il vous plaît, épargnez-moi. Sans un autre mot, Brody est retourné au camion et est revenu avec une bouteille d'alcool. Il l'a tenue. Ce n'est pas la même bouteille que vous avez utilisée sur moi, a-t-il dit, les yeux enfermés sur Bélier. Mais je l'ai achetée pour cette journée. Il a remis la bouteille à Bélier. Versez-le sur vous-même. Bélier hésita, fixant la bouteille d'horreur. Brody se retourna vers le camion et récupérait une batte de baseball. Le tenant librement dans une main, il s'approcha. Versez-le sur vous-même. Bélier a toujours hésité. Avec un mouvement soudain, Brody a frappé la jambe déjà cassée de Bélier. Bélier s'est effondré sur le sol, criant à l'agonie. Faites-le! Cria Brody, les yeux brûlants. Ou je continue de faire ça. Le Bélier, tremblant et brisé, sa jambe se tordit sous lui, leva les yeux vers Brody par une brume de douleur et de fumée. Ses mains tremblaient alors qu'il débordait la bouteille, la piqûre piquante de l'alcool s'élevant dans les airs. Il a commencé à le verser sur lui-même, le liquide trempant ses vêtements déchirés, piquant les blessures ouvertes sur sa peau. Brody regarda silencieusement, puis tendit lentement dans sa poche et sortit une boîte de matchs. Il a frappé un match, la minuscule flamme scintillant entre ses doigts. Tu voulais tout, non? La voix de Brody était lourde de colère et de chagrin. La maison,
l'entreprise, ma femme, même ma vie. Les yeux du bélier s'écarquillèrent alors que Brody s'accroupit, la lumière du match illuminant les cicatrices sur son visage. Des rappels profonds tordus de l'incendie qui l'ont presque revendiqué. Regardez-moi, dit doucement Brody. Tu penses que nous ressemblons à des frères? Le souffle du bélier a pris dans sa gorge. Il a essayé de parler, de plaider, mais sa voix vacilla. Non, continua Brody. Nous ne le faisons pas, mais nous devrions peut-être enfin jouer le rôle. Puis, sans avertissement, il a lancé le match. La flamme a capturé instantanément sur la chemise trempée du bélier, et il laissa échapper un cri, une douleur éclatant sur son corps alors qu'il roulait sur le sol froid. La chaleur a bondi, de la fumée s'est gonflée autour de lui, et tout a commencé à se brouiller. La dernière chose qu'il a vue a été Brody en reculant, l'expression illisible. Les cris du bélier se sont affaiblis, son corps surmonté par la douleur brûlante jusqu'à ce que son monde se soit tombé dans l'obscurité. Le feu a continué à brûler. 5 mois s'étaient écoulés depuis la clôture officielle de l'affaire Hopkins. Le communiqué de presse publié par l'agent Keane a peint une image propre, quoique tragique, de la disparition de la famille. Le public a été informé que chaque décès avait été le résultat d'un malheur, d'une coïncidence ou d'un échec personnel. Kathy Hopkins est décédée d'une surdose d'alcool. Keane avait déclaré au dossier, debout devant un petit groupe de journalistes. Il semble qu'elle trébuche, renversant un parfum à base d'alcool sur elle-même. Sa cigarette allumée a provoqué le feu qui a conduit à sa disparition malheureuse. Il avait continué sans un soupçon d'hésitation. Linda Hopkins est décédée dans un accident de navigation de plaisance. Des témoins ont dit qu'elle avait perdu le pied et est tombée de son yacht. Les moteurs n'avaient pas été fermés et elle a été frappée par les hélices. Un accident tragique. Les rapports sur la toxicologie et le crime sont commodément édités par un coroner bien rémunéré correspondant à ce récit. Cyrus Hopkins, a poursuivi Keane, conduisait sous l'influence. Il a perdu le contrôle et s'est écrasé. Aucun jeu déloyal n'a été découvert. Quant à Kendall, Keane a expliqué qu'elle avait péri dans un incendie de maison causé par un court-métrage électrique. La maison était ancienne, le câblage dépassé. Ses restes ont été récupérés mais brûlés au-delà de la reconnaissance. Et Bélier Hopkins, un journaliste a demandé. Kim secoua la tête solennellement. Toujours manquant. Aucune preuve ne montre un jeu déloyal. Il semble qu'il ait fui ou peut-être succombé au désert. Sans nouvelle piste, nous fermons le cas. L'histoire est décédée là-bas, tout aussi prévu. Mais loin, près du complexe Wildern de Bob Marshall dans le Montana, la réalité vivait. À l'intérieur d'une petite remorque entourée de bois silencieux, un homme a regardé le rapport télévisé sur un écran poussiéreux. Son sourire était faible, presque imperceptible. Ses lèvres étaient parties, rien de plus que du tissu cicatriciel maintenant. Il a éteint la télévision et s'est tenu, le ruisseau des planches sous lui, faisant écho à travers le petit espace. Brody est sorti. L'air était net et froid, le ciel une lourde feuille de gris. À proximité, un autre homme était assis dans une chaise inclinable modifiée face à l'horizon. Son corps était brisé. Ses 2 jambes avaient été amputées aux cuisses. Ses bras manquaient dans les épaules. Son visage était fortement bandé, su à tête de gaze blanche. Un seul œil était visible, terne et vide. Bélier Hopkins n'a pas bougé. Brody se dirigea et le regarda avec une satisfaction tranquille. Profitez de la vue, frère? Il n'y a eu aucune réponse. Brody pencha la tête. Très bien, vous n'avez pas de langue. J'ai oublié que je devais le retirer. Mais bon, tu peux toujours hocher la tête. Il gloussa et ouvrit une bière froide. Il l'a placée sur un petit plateau à côté du bélier, a inséré une paille dans la bouteille, puis a doucement guidé la paille dans ce qui restait de la bouche de son frère. Ici, Dia. La légère Brody. Vous avez une bière? Bélier n'a fait aucun son. Après un long silence, Brody recula, replia les bras et regarda la silhouette en ruine qui était son frère. Sa voix s'est baissée. Tu pensais que je te tuerais? Toujours rien du bélier. Pas de mouvement, pas de résistance, juste la respiration sifflante d'un homme dont le monde avait été réduit à la douleur et au silence. Brody sourit. Oh non, je ne te tuerai jamais. Il se pencha plus près. Après tout, vous êtes de la famille. Vivre comme un fou heureux. Ils attendraient. Attendraient le bon moment. Attendraient que l'Empire leur soit transmis.
Quand Brody ne serait plus utile, trop vieux, trop fatigué ou trop distrait, il prendrait tout. Cet accord avait 3 autres confidents. Linda Hopkins, la matriarche de la famille, connaissait la vérité depuis la naissance de Cyrus. Elle n'avait pas eu besoin de test de paternité. Son regard, vif et expérimenté, reconnut la courbe de la mâchoire d'Harry dans le visage du nouveau-né, l'imperceptible lueur d'une arrogance héritée. Elle ne dit rien, peut-être par culpabilité, ou peut-être parce qu'une part d'elle-même en voulait encore à Brody d'être le premier fils, le fils adoptif qui avait éclipsé le sien. Katie Hopkins, la femme d'Harry, était un autre élément du jeu. Elle avait été la meilleure amie de Kendall avant d'être sa femme. Cette amitié, cette alliance, avait ouvert la voie à l'épanouissement des secrets. Katie n'était loyale qu'à elle-même. L'argent et le sexe étaient ses étoiles directrices. Et Harry, charmant, riche et juste assez dangereux, lui offrait les deux. Elle faisait partie du voyage. Elle aimait le frisson, la tromperie, le pouvoir que cela lui procurait derrière les portes closes. Et puis il y avait Cyrus. Pauvre Cyrus. Il n'avait que 18 ans lorsqu'un de lui a dit la vérité. Ils étaient sur la terrasse arrière du manoir, le ciel éclairé par le crépuscule. Il venait de finir sa 3e bière quand Kendall s'assit à côté de lui, d'une voix calme et décontractée. « Tu es assez grand pour le savoir maintenant, dit-elle en lui passant les doigts dans les cheveux comme elle le faisait quand il était petit. Tu l'as probablement déjà senti. La différence ? Quelle différence ? Demanda Cyrus en clignant des yeux. Ton vrai père, dit-elle doucement, est bélier. Il la fixa, bouche bée. Tu étais un cadeau, poursuivit-elle. Mais pas comme ton père Brody le pense. Il t'aime. C'est vrai. Mais la vérité, c'est que, la vérité aussi est importante. Cyrus resta silencieux pendant un long moment. Et quand il le fit, sa voix était creuse. Le sait-il ? Kendall rit doucement en secouant la tête. Il n'en a aucune idée. Un jour, il ne nous sera plus d'aucune utilité. Ton vrai père prendra le relais et nous serons une famille heureuse. Et c'était la vérité. Brody, toujours confiant, toujours dévoué, n'en avait aucune idée. Rien ne se doutait que la famille autour de laquelle il avait bâti sa vie se nourrissait de tous ses succès. Rien ne se doutait que le garçon qu'il avait élevé avec tant de fierté était né d'une trahison. Rien ne soupçonnait que sa femme et son frère l'avaient depuis longtemps effacé de sa propre histoire. Sa vie allait prendre un tournant qu'il n'aurait jamais pu prévoir. Cet anniversaire avait toujours eu une signification particulière pour Brody. Chaque année, sans faute, il prévoyait quelque chose de bien pensé, des dîners dans des restaurants Camly, des escapades dans de paisibles villes côtières, des lettres manuscrites soigneusement pliées dans les romans préférés de Kendall. Il croyait aux traditions, à l'effort, à l'amour qui vieillit bien. Mais cette année, quelque chose était différent. Il rentra tôt, des fleurs dans une main, une petite boîte en velours dans l'autre. Il avait prévu de lui faire une surprise. Au lieu de cela, la surprise le frappa. Alors qu'il franchissait la porte d'entrée du manoir, le silence lui parut étrange. Le personnel avait été congédié pour la soirée. La maison, habituellement bourdonnante d'une musique douce ou de pas lointain, était silencieuse. Brody monta l'escalier en silence, le bruit de ses chaussures étouffé par la moquette. C'est alors qu'il entendit sa voix, celle de Kendall, étouffée par la porte entr'ouverte de la chambre principale. « Tu m'as tout donné, dit-elle d'une voix haletante, ricanant entre deux halètements de plaisir. Tu m'as donné Brody. Tu m'as donné une vie. Tu m'as donné notre fils. » Brody se figea. La voix d'Harry suivit. « Tu m'appartiens, Kendall. Tu m'appartiens depuis toujours. Je t'aime, murmura-t-elle d'une voix imprégnée d'extase. Brody laissa tomber la boîte. Le léger bruit sourd résonna comme un coup de feu. Son visage se vida de ses couleurs, sa poitrine se serrant à chaque respiration. Il poussa la porte. Ils étaient là, nus, tordus de sueur, les draps emmêlés. Pendant un instant, personne ne parla. Puis Brody rugit. Ce n'était pas un cri de douleur. C'était de la fureur. Des années de dévouement, de loyauté, de sacrifice effacés en une seule image. Il se jeta en avant, poing battant, dents serrées. Mais il ne faisait pas le poids face à Harry. Plus jeune, plus fort et impatient de voir ce jour arriver, Harry riposta facilement. Un coup dans les côtes envoya Brody s'écraser au sol. Puis Kendall se jeta sur lui, lui griffant le visage comme un chat sauvage,
hurlant. Des coups de pied suivirent ceux de ses frères, puis les siens. Brody grogna, du sang maculant le parquet tandis qu'il rampait péniblement. Puis vint un silence glacial. Kendall, essoufflé, sortit son téléphone et tapa un message unique dans le groupe de discussion familiale crypté. Il est temps. Venez au manoir. Quelques minutes plus tard, ils arrivèrent. Linda Hopkins, majestueuse et froide comme toujours. Cathy, le sourire narquois, vêtue d'or et de cupidité. Cyrus, plus grand maintenant, plus furieux, façonné par les mensonges qu'on lui avait fait avaler. À ce moment-là, Brody avait été traîné au sous-sol, attaché à une chaise, les poignets saignant des cordes, le visage tuméfié et meurtri. Il errait entre la conscience, les paupières lourdes, le monde oscillant. Quand il releva les yeux, ils étaient tous là, ceux qu'il appelait sa famille. Il grinça des dents, le sang ruisselant dans sa bouche. Alors, j'étais un imbécile. Ils rirent. Harry croisa les bras, debout à l'arrière, tel un roi contemplant un soldat tombé au combat. Linda s'avança la première, d'un ton calme, presque maternel. Je sais que ça fait mal, fiston. Mais une fois Harry né, j'ai voulu me débarrasser de toi. Mon mari, il a insisté pour que tu restes. Il a dit que tu étais intelligent, utile. Elle se pencha plus près. Au fait, je prendrai le yacht. Il est vraiment charmant. Cathy laissa échapper un rire joyeux. Je prendrai cette collection de parfums que tu gardes comme un trésor. Ça sent le luxe. Il ne faut pas la gaspiller. Brody tourna lentement la tête vers Cyrus. Espérant, juste espérant. Son fils verrait peut-être l'horreur de tout cela. Mais Cyrus s'avança et enfonça son poing dans la mâchoire de Brody. Ça fait mal, papa? Siffla-t-il, les yeux plissés. Tant mieux, parce que je vais prendre ta collection de voitures. Toutes. Des pas s'approchèrent. Kendall, toujours vêtue de la robe qu'elle n'avait pas pris la peine d'enlever, s'approcha lentement de lui, puis, sans hésiter, lui planta un couteau dans le flanc. Brody hurla de douleur. Je prends tout le reste, murmura-t-elle en se penchant vers son oreille. Après tout, je suis ta veuve maintenant. Au fond de la pièce, Harry sourit, les bras toujours croisés. Je la prendrai, dit-il doucement, presque avec révérence. Pas à huis clos, mais en plein air. Elle m'appartiendra désormais. Harry déboucha la bouteille de whisky d'un mouvement lent et délibéré, le bruit sec résonnant dans le sous-sol immobile. Les autres, debout en demi-cercle, observaient Brody, leur frère, leur fils, leur bienfaiteur, affalés sur la chaise, la tête baissée, la peau luisante de sueur et de sang. Tu aimes toujours les choses chères, dit Harry en secouant légèrement la bouteille. Alors, trinquons, grand frère. Sans hésiter, il commença à verser le whisky sur la tête et les épaules de Brody, imbibant ses vêtements déjà déchirés. L'odeur âcre de l'alcool emplissait l'air, se mêlant à l'odeur féroce du sang et à la moisissure des murs du sous-sol. Brody ne bougea pas. Il resta assis, tremblant, respirant faiblement. Son silence n'était pas de la soumission. Il s'accumulait. Kendall s'avança avec un sourire calme, tenant une allumette. « Joyeux anniversaire, mon chéri », dit-elle avec une lueur cruelle dans le regard. Mais avant qu'elle puisse l'allumer, Cyrus tendit la main et la lui prit des doigts. Il la frappa contre le mur, et la flamme s'alluma. Sans cérémonie, il jeta l'allumette enflammée sur les genoux de Brody. Le feu prit aussitôt. Au début, ce fut une petite lueur, une lueur à l'ourlet de son pantalon. Puis, il s'éleva avidement, se nourrissant de l'alcool. Brody hurla. Un hurlement de douleur s'échappa de sa gorge, sauvage et âpre. Les flammes caressèrent sa peau, s'enroulèrent autour de ses jambes, lui fulgurant la chair. Linda se détourna. Cathy rigola de nouveau en se mordant le pouce. Puis, aussi soudainement qu'ils avaient commencé, les cris de Brody cessèrent. Le silence régna dans la pièce. Puis, de la fumée et du crépitement du feu, la voix de Brody parvint. Cheval. Je me vengerai. Kendall recula, les yeux plissés. Il délire. Le feu n'est pas assez fort, dit Harry en jetant un coup d'œil autour de lui. Cet endroit est vieux. Il va brûler vite. Détruisons tout. Sans attendre, Harry se retourna et ouvrit la voie. Un par un, les autres suivirent, gravissant les escaliers et sortant du sous-sol, laissant Brody encore en flammes,
la peau brûlée, la respiration superficielle mais régulière. Quelques minutes plus tard, le feu se propagea du sous-sol au salon, léchant les murs, consumant rideaux et boiseries comme du papier. La structure gémissait tandis que la fumée commençait à s'échapper des fenêtres. À l'arrivée des pompiers, la maison entière était en flammes. Kendall se tenait dehors, en pleurs. Sa voix se brisa tandis qu'elle serrait une robe de soie autour de ses épaules et désignait la maison du doigt. « Mon mari, sanglota-t-elle. Il est toujours à l'intérieur. S'il vous plaît, sortez-le. » Les flammes faisaient rage. Une foule s'était rassemblée. Les ambulances se sont arrêtées derrière les camions de pompiers, leurs gyrophares colorant la fumée en rouge et blanc. Les pompiers luttèrent pendant des heures, arrosant, contenant les flammes et finissant par percer le sous-sol. 3 heures après l'appel, ils en sortirent avec ce qui restait de lui, brûlé au point d'être méconnaissable. Les os calcinés, la peau noircie et pelant, son visage n'était plus qu'un masque de ruine. Pourtant, il avait survécu aux flammes assez longtemps pour que l'agonie laisse des traces. Il fut transporté d'urgence à l'hôpital de traumatologie le plus proche, respirant à peine. Harry se tenait à côté de Kind dans la salle d'attente, les mains serrées, le regard rivé à chaque passage d'un médecin. S'il survit, s'il parle, il ne le fera pas, dit Kendall froidement. 7 heures plus tard, le docteur Durand sortit du service de traumatologie, l'air sombre. « Je suis désolé, annonça-t-il. Monsieur Brody Hopkins est décédé. » Harry expira, le soulagement se mêlant à la satisfaction. 1 heure plus tard, le manoir s'effondra, sa structure autrefois fière s'effondrant sur elle-même dans un nuage de cendres et de souvenirs. Le corps qui gisait dans le cercueil de l'hôpital était calciné, tordu et noirci. Méconnaissable, les funérailles furent rapides. Pas de cérémonie solennelle, pas d'hommages élaborés, juste la famille. Un cercueil simple, quelques mots écrits par un pasteur local et une brise fraîche bruissant dans les arbres du ranch que Brody avait autrefois offert à son défunt père, un lieu qu'il avait imaginé comme un héritage, pas comme un cimetière. Tandis qu'il descendait le cercueil, Harry se pencha vers Kendall et murmura « C'est poétique, tu ne trouves pas ?» L'idiot acheta le sien. Cimetière. Kendall sourit faiblement. Il nous a rendus riches, après tout. C'était le moins qu'il puisse faire. Aucune larme ne fut versée, aucun éloge sincère ne fut prononcé, juste un silence rompu seulement par le bruit sourd de la terre tombant sur le couvercle d'un homme que personne ne pleurait vraiment. 1 semaine plus tard, la transformation était totale. Kendall Hopkins, veuve d'Aerys, désormais seul propriétaire de l'empire de Brody, émergea de l'ombre de son ancienne vie pour plonger dans l'éclat aveuglant du pouvoir et de la richesse. Les formalités administratives avaient été rapides, Brody étant présumé mort dans l'incendie et son testament lui en donnant le contrôle total. Elle avait tout, les entreprises, les comptes, le domaine, ce qu'il en restait, les œuvres d'art, les avoirs offshore, tout. Et ainsi commencèrent les fêtes, somptueuses, interminables, un carrousel de musique, de champagne, de robes de soie et de cordons de velours. L'élite de la ville le remarqua. Kendall ne jouait plus l'épouse d'un self-made man. Elle était la femme qui lui avait survécu. Harry ne l'avait jamais demandé en mariage, n'en avait jamais ressenti le besoin. Pourquoi compliquer les choses? Ils emménagèrent dans une autre demeure appartenant à Brody. Les affaires d'Harry remplissaient le placard de Brody. Son eau de Cologne remplaça celle de Brody sur la commode. Son rire résonna dans les couloirs où Brody avait autrefois murmuré ses rêves. « Je n'ai pas besoin de bague, lui dit un jour Kendall, se prélassant au bord de la piscine dans un peignoir de créateur. Quand j'aurai déjà la couronne, Cyrus prit son héritage en silence. Un élégant appartement en bordure de la ville, près du garage privé, désormais rempli de voitures ayant appartenu à Brody. Ferrari, Lamborghini, une édition limitée, Aston Martin. Il était jeune, audacieux et riche, et il aimait ça. Linda Hopkins fit ses valises peu après. Elle emménagea dans une modeste demeure près de la baie, moderne, minimaliste, et assez proche pour y amarrer son nouveau yacht, celui qu'elle avait récupéré après la mort de Brody. Elle organisait de petits déjeuners, jouait la mère endeuillée en public, mais derrière les portes closes, elle souriait. Cathy resta mariée à Harry. Mais il n'était jamais question d'amour. Plus maintenant. Elle avait sa propre chambre, ses propres cartes, ses propres secrets. Elle faisait la fête, buvait, flirtait. Le poids des faux-semblants avait disparu, et la liberté était enivrante. « Je crois que je vais manger Besan le mois prochain,
dit-elle à Harry avec désinvolture un soir, feuilletant un magazine de voyage tout en sirotant son cocktail. Peut-être rester tout l'été. Harry leva à peine les yeux de son verre. Fais ce que tu veux. Elle sourit, ses lèvres rouges se courbant de satisfaction. Il ajouta, tu as mérité et d'un seul coup, Cathy sut qu'elle pouvait tout faire, aller n'importe où, être qui elle voulait. Harry était plus que ravi de lui laisser sa liberté. 5 ans passèrent. Le manoir avait peut-être brûlé, mais l'empire bâti par Brody Hopkins était plus fort que jamais. Ses investissements, diversifiés, importants et remarquablement rentables, continuaient de rapporter. Harry, bien que n'ayant jamais été aussi doué que son frère en matière de marché, fut assez intelligent pour le reconnaître. Il ne joua pas avec son portefeuille. Au contraire, il le laissa fructifier, se nourrissant des rendements comme un parasite, avec juste assez de patience pour ne pas tuer son hôte. Profitons de ce que l'idiot nous a laissé. Harry répétait souvent. Pas de dette et tout ira bien. Kendall était d'accord. Elle était heureuse, riche, enviée et intouchable. Elle avait la richesse, le pouvoir et un homme qui avait appartenu à son mari. Mais même elle savait que la gourmandise avait des limites. Cathy, en revanche, n'en savait rien. La femme d'Harry, la vieille amie de Kendall, était comme un feu qui refusait d'être maîtrisé. Elle dépensait sans compter. Abandon, vêtements de créateurs, soirées internationales, vins de prestige acheminés par avion depuis des vignobles privés, et même une tentative ratée de lancer sa propre ligne de vêtements qui n'a jamais vu le jour. Ses cartes de crédit étaient constamment au maximum. Cathy, ce n'est pas tenable, dit Harry un soir, debout au milieu du salon, chemise boutonnée, manches retroussées. Tu vérifies seulement tes relevés. Cathy eut un sourire narquois depuis le canapé en cuir, en faisant tourner un verre de cognac. Non, chérie, c'est à ça que tu es destinée. Tu nous saignes à blanc. Oh, allez. Elle rit. Tu crois que tu peux soudainement jouer les responsables maintenant? S'il te plaît. Tu as tué ton frère pour de l'argent. Moi non. Harry se figea. Les mots firent l'effet d'une balle. Elle se leva et s'avança vers lui, posant une main délicate sur sa poitrine. Et tu continueras à payer parce que tu ne prendras pas le risque que je parle. Ni à la police, ni à la presse. Ce soir-là, il convoqua une réunion. Juste toutes les trois, Harry, Kendall et Cathy, assises autour de la table à manger de la nouvelle propriété de Kendall. L'ambiance était tendue. Il faut réduire nos dépenses, dit Kendall d'un ton ferme. L'argent est bon, mais il n'est pas illimité. Cathy, tu es hors de contrôle. Je vis, rétorqua Cathy, les bras croisés. Je vous suggère d'essayer toutes les deux avant que cette mascarade ne vous ronge. On est toutes dans le même bateau, ajouta Harry, la voix tendue. Tu gâches tout pour toi, tu gâches tout pour nous toutes. Cathy se renversa dans son fauteuil. Épargnez-moi ce discours sur l'unité. Vous jouez à la maison pendant que je pourris dans cette coquille froide de mariage. Je mérite de m'amuser. Harry se frappa le cœur. Le bruit soudain les réduisit tous au silence. Tu continues à insister, dit-il froidement en se levant. Tu continues à jouer au chantage. Il s'approcha d'elle, son visage à quelques centimètres du sien. Tu finiras comme lui, brûlé et enterré. Cathy cligna des yeux. Il ne s'y a pas une seule seconde dans le ranch. Silence. Harry et Kendall sortirent de l'appartement de Cathy en silence. L'air entre eux était chargé d'une tension sourde. Derrière eux, la porte se referma dans un bruit sourd, étouffant les pleurs de Cathy. Elle s'en remettra, dit doucement Kendall en glissant son bras sous celui d'Harry. Harry ne répondit pas. Cette nuit-là, de retour au domaine de Kendall, l'ambiance était froide. Ils étaient allongés ensemble dans le lit, mais Harry fixait le plafond, les yeux grands ouverts, la mâchoire serrée. Kendall se tourna vers lui. Tu es silencieux. J'ai besoin d'air, marmonna Harry en se levant et en attrapant ses clés. À cette heure-ci, je reviens. Kendall s'assit. Où vas-tu, dis-je, je reviens. Sa voix était plus sèche. Et sur ce, il partit. 5 heures passèrent. Quand Harry revint, l'aube était presque là. Sa chemise était froissée, son visage pâle, mais il ne dit rien. Il se glissa simplement dans le lit à côté de Kendall et fixa le mur jusqu'à ce que le sommeil finisse par le gagner. Le lendemain matin, un appel arriva. Harry sirotait un café amer dans la cuisine lorsque son téléphone sonna.
Il jeta un coup d'œil à l'écran, puis répondit. Ici Harry. Monsieur Hopkins, dit la voix d'un officier en uniforme. Nous avons besoin que vous veniez au poste. Il s'agit de votre femme. Elle a été retrouvée. Harry se figea, retrouvée morte, brûlée. Son appartement prit feu vers minuit. Kendall leva les yeux de l'autre côté de la table de la cuisine, observant son visage blême. Au matin, l'air était stérile et froide. Harry resta immobile tandis que le coroner ouvrait le sac. Ce qui restait de Cathy était à peine reconnaissable. Chair carbonisée, membres noircis, odeur de tissu roussi et produits chimiques flottant dans l'air. Elle a été brûlée vive, dit le médecin légiste en soulevant un bloc-notes. Harry fronça les sourcils. Que voulez-vous dire? Quelques minutes plus tard, Harry sortit de l'hôpital. Un enquêteur et le médecin se tenaient près du corps de Cathy et discutaient des conclusions. Elle a été brûlée vive, dit le médecin légiste en soulevant un bloc-notes. Mais ce n'est pas le plus étrange, les policiers froncèrent les sourcils. Que voulez-vous dire? Nous avons trouvé un flacon de parfum coincé dans son rectum, dit le médecin d'un ton clinique, sans le regarder dans les yeux. Il y avait des signes d'insertion forcée. Elle s'est également aspergée de parfum. Cela a agi comme un accélérant. Une pause. Nous ne divulguerons pas ce détail au public. Pas encore. Quand Harry rentra chez lui, la police avait déjà commencé. Il tournoyait. Lui et qu'un d'eux furent convoqués pour interrogatoire le lendemain matin. 2 inspecteurs, à l'œil vif et méthodique, les conduisirent dans des pièces séparées. J'étais chez moi, dit Harry calmement, les mains posées sur la table. Et votre associée, Madame Kendall Hopkins. Elle était avec moi toute la nuit. L'inspecteur hocha lentement la tête, prenant des notes. Vous ne vivez pas avec votre femme, demanda-t-il d'une voix légère mais tendue. Non, nous avons été distants jusqu'à présent. Vous et Madame Hopkins étiez à son appartement la nuit de sa mort. Harry ne répondit pas immédiatement. Ce n'est pas illégal, dit-il finalement. Non, acquiesça l'inspecteur. Ce n'est pas illégal. Mais quand on meurt comme ça, Monsieur Hopkins, elle a été aspergée de parfum et brûlée. Il se pencha légèrement. On a tendance à poser quelques questions supplémentaires. Harry sentit son cœur s'accélérer. Ce n'étaient pas les questions elles-mêmes. C'était le ton, le regard de l'inspecteur. La désinvolture avec laquelle il soulignait chaque sous-entendu. L'agent dit alors, vous êtes parti, pour un tour vers 23 heures. On a vu une vidéo de vous en train de conduire. Où alliez-vous, Monsieur Hopkins? J'étais juste en train de faire un tour en voiture. L'agent esquissa un sourire narquois, et les questions n'étaient plus polies. Elles étaient concentrées, inquisitrices, et Harry le sentait. Il était le principal suspect. La police le laissa partir après des heures d'interrogatoire, mais l'un des inspecteurs lui lança un dernier avertissement. Ne quittez pas la ville, Monsieur Hopkins. Ces 6 mots résonnèrent dans ses oreilles lorsqu'il sortit du poste. Plus une phrase qu'une requête. C'était la confirmation dont il avait besoin. Il ne cherchait plus seulement à pêcher. Il était le principal suspect. Les 5 jours suivants furent tendus. La police élargit son filet, fouillant dans la vie de Cathy, ses relevés téléphoniques, ses dépenses, ses relations. Ils recommencèrent à interroger Brody. Officieusement, bien sûr. Des murmures discrets, des documents réexaminés, des noms sur d'anciens titres de propriété. Ils contactèrent même Linda Hopkins. Linda avait visiblement vieilli, sa confiance en elle n'était plus aussi solide qu'avant. 2 agents visitèrent sa villa en bord de mer par un matin calme. Elle les salua. Avec un sourire forcé et les conduisit dans sa véranda. Nous avons juste quelques questions, madame, dit poliment l'un des agents. Il s'agit de votre belle-fille Kendall et de votre fils Harry. Linda se raidit. Kendall est mon ancienne belle-fille. Cathy était la femme d'Harry. Où avez-vous oublié ça? Nous sommes au courant, répondit le 2e agent, imperturbable. Nous essayons de comprendre la dynamique. Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel entre Harry et Kendall? Les lèvres de Linda se pincèrent. Pas plus inhabituel que 2 personnes ayant vécu une tragédie ensemble. Nous comprenons qu'il y avait des tensions, dit le 1er agent. Des désaccords financiers. De vieux secrets de famille. Sur ce, Linda cligna des yeux et porta la main à sa gorge.
Je ne me sens pas bien, dit-elle d'une voix rauque, légèrement chancelante. S'il vous plaît, nous pouvons revenir une autre fois. Le jeune agent proposa rapidement, mais son regard s'attarda sur elle. Après leur départ, Linda verrouilla les portes et sortit son téléphone de la poche de sa robe de soie, les doigts tremblants. Elle appela Harry. Il est arrivé, murmura-t-elle en faisant les 100 pas, les flics étaient là. Du calme, dit Harry, affalé sur le canapé, le téléphone collé à l'oreille. J'ai peur, dit-elle. Et s'il découvre pour Brody? Et s'il m'arrête? Je ne supporte pas la prison, Harry. Tu es vieux, dit-il sèchement. Ils ne viendront pas te chercher. Tu es inoffensif. Et s'il découvre ce que nous avons fait, interrompit Harry. Le monde a oublié Brody. Il est mort, enterré. Laissons les choses ainsi. Mais Linda n'était pas rassurée. Cette nuit-là, inquiète et paranoïaque, elle prépara un petit sac de voyage et quitta sa maison. Descendant lentement le ponton en bois jusqu'à son yacht, le Silver Swan. Il se balançait doucement dans l'eau éclairée par la lune. Il avait toujours été son refuge. Elle monta à bord, verrouilla le panneau et s'installa pour la nuit. Pendant ce temps, de retour à la propriété de Kendall, elle et Harry étaient assis dans le salon. La lueur de la cheminée vacillait sur leurs visages, et le silence entre eux était inhabituellement pesant. Kendall se tourna vers lui, le regard indéchiffrable. « Elle t'a appelé, dit-elle. » Harry hocha la tête. « Elle a peur. »« Nous avons tous peur, » dit Kendall doucement. Puis, après un silence, elle demanda, « L'as-tu tué ?» Harry se tourna vers elle. « Quoi, Cathy ?» clarifia-t-elle. « Tu as quitté la maison cette nuit-là. Puis elle est morte. »« Vraiment ?» Harry se leva en secouant la tête. « Je suis allé faire un tour en voiture. J'avais besoin de me changer les idées. » Kendall le fixa du regard. « Je n'ai pas tué Cathy. » 2 jours passèrent sans que l'enquête ne progresse, mais le poids des soupçons ne s'était pas relâché des épaules d'Harry. Kendall essaya de sauver les apparences, mais même elle ne parvenait pas à cacher le malaise dans son regard. L'atmosphère dans le manoir était pesante, comme si elle attendait la prochaine fissure. Cette fissure prit la forme d'un appel téléphonique. Harry répondit d'un ton bourru. « Oui, monsieur Hopkins, » dit la voix au bout du fil, calme et professionnelle. « Ici l'agent Keane. Nous avons besoin que vous veniez à Merci Général. Il s'agit de votre mère. » Harry resserra son emprise sur le téléphone. Que s'est-il passé? Elle a été retrouvée à environ 8 km au large. Keane a dit qu'il y avait eu un accident. L'hôpital était froid, stérile et bien trop familier. Harry arriva dans l'heure, flanqué de 2 agents qui attendaient près de l'entrée. Ils le guidèrent silencieusement dans un couloir jusqu'à une petite pièce privée où un inspecteur l'attendait. « Monsieur Hopkins. » L'inspecteur le salua. « Je suis l'inspecteur Vaughn. Merci d'être venu. »« Qu'est-il arrivé à ma mère ?» demanda Harry, la voix maîtrisée, presque trop posée. « Elle a été découverte tôt ce matin par un groupe de pêcheurs locaux, comme en savane. Ils ont remarqué un yacht à la dérive sans équipage. Après enquête, ils ont trouvé le corps de votre mère dans l'eau à proximité. La patrouille côtière l'a amenée. » Harry ne quittait pas l'inspecteur des yeux. Elle était sur son yacht la dernière fois. Nuit. Van hocha la tête. On sait. Le rapport préliminaire suggère qu'elle aurait pu nager et s'emmêler dans une corde reliée à l'hélice. Lorsque le moteur a démarré ou a basculé avec le courant, il a causé de graves blessures. Des blessures, répéta Harry. L'inspecteur marqua une pause. Des blessures importantes. Il y avait de multiples lacérations sur son torse et ses jambes. Des séquelles post-mortem également. De la vie marine. Harry ne broncha pas, mais sa mâchoire se serra. Un autre officier s'avança avec un bloc-notes. « Monsieur Hopkins, quand avez-vous vu votre mère pour la dernière fois ?» Harry haussa vaguement les épaules. « Il y a quelques jours, peut-être une semaine. » « Elle vous a appelé la nuit de sa mort ?» dit Von sans regarder ses notes. « Juste après notre interrogatoire. En fait, c'était son dernier appel téléphonique. Elle a juste dit bonjour. » Harry répondit d'un ton sec. Ce n'était rien de grave. Était-elle bouleversée? Demanda l'officier. Elle était toujours dramatique. Van échangea un regard avec sa partenaire.
Alors, vous nous dites que votre mère, que nous venons de commencer à interroger à propos de, avec une enquête ouverte, vous a appelé et a fini mort dans ce qui ne peut être décrit que comme un accident de bateau très malheureux et inhabituel. Harry n'a pas scié. Vous l'avez dit vous-même. Un accident? L'inspecteur a pris une inspiration, puis a expiré lentement. On vous tiendra au courant. Harry s'est retourné pour partir, mais avant qu'il n'atteigne la sortie, Van l'a interpellé, ne quittez pas la ville, monsieur Hopkins. Dans la chambre silencieuse et stérile de la morgue, l'agent Keane se tenait aux côtés du docteur Whitmore, le coroner affecté à l'affaire Linda Hopkins. Les deux hommes planaient au-dessus du rapport d'autopsie posé à plat sur une table en acier inoxydable. Des néons bourdonnaient faiblement au-dessus de leur tête. Le docteur Whitmore ajusta ses lunettes. J'ai tout vérifié 2 fois. Il y a quelque chose qui ne me convient pas, Keane. Keane croisa les bras, plissant les yeux en regardant la page. Allez-y, au début, cela ressemblait à un accident tragique. Les blessures de l'hélice, le cordage, la dérive du yacht. Tout cela pourrait passer pour un accident de bateau. Mais, en y regardant de plus près, on peut déceler des signes de quelque chose de plus délibéré. King leva les yeux. Quel genre de signes? Le médecin désigna un schéma du corps. Ces marques de corde autour de ses chevilles. Profondément cohérentes. Ce n'était pas un enchevêtrement accidentel. C'était plutôt comme si elle était attachée. Attachée. Keane répéta sa voix en se crispant. Oui. Et là, le docteur Whitmore pointa un traumatisme contondant à l'arrière de sa tête. Pas mortel, mais suffisant pour la rendre inconsciente, peut-être désorientée. Si l'on ajoute à cela les écorchures le long de son dos et de ses épaules, cela suggère qu'elle a été traînée, peut-être sur une surface avant de toucher l'eau. Je vois un traumatisme sur son dos. Elle a également été traînée sur l'eau. Keane se pencha, absorbant les détails. Cette corde n'a pas été attrapée par hasard, poursuivit le médecin. On dirait qu'elle a servi à la sortir ou à la maintenir près du yacht. Keane expira lentement et l'hélice. Le docteur Whitmore tapota le rapport. Vous avez mentionné que le yacht avait un mécanisme de coupe. C'est le dernier problème. Une course. Une hélice dotée d'un tel dispositif aurait pu trancher la corde avant qu'elle ne s'en mêle suffisamment pour entraîner quelqu'un, mais son corps a été retrouvé avec la corde encore emmêlée et attachée. L'agent a redressé les lignes sur son front, se creusant. La corde ne s'est donc pas accrochée naturellement. Elle a été utilisée intentionnellement. Whitmore a hoché la tête. Exactement. Keane a murmuré. Puis, ce n'était pas un accident. Il a regardé le coroner. Le poids de ses soupçons s'est finalement porté sur l'affaire. C'est un meurtre. Une semaine s'est écoulée. L'enquête s'était approfondie et la police passait maintenant au crible toute la vie d'Harry Hopkins. La mort de Cathy avait semblé tragique et erratique. Celle de Linda était tragique, certes, mais désormais clairement suspecte. Avec la mort de 2 femmes apparemment sans lien entre elles et proches d'Harry, les enquêteurs concentraient toute leur attention sur lui. Chez elle, la peur de Kendall s'était transformée en terreur. Elle était assise tranquillement dans la bibliothèque le soir, observant Harry comme un chat surveillant un oiseau acculé. Silencieuse, immobile. Totalement alerte. Elle guettait le cliquetis familier de sa voiture dans l'allée, observait ses pas dans le couloir. Remarquant le moindre changement, un changement de ton, un retard dans la réponse, un vacillement d'expression. Un soir, elle appela Cyrus. Il entra d'un pas nonchalant et indifférent. Les poches pleines. Il s'affala à la table du petit déjeuner. « Maman, dit-il en clignant des yeux. Tu avais l'air pressé. » Kendall déglutit à voix basse. Cyrus, Cathy et grand-mère. Elles sont toutes les 2 parties. Il haussa les épaules et but une gorgée de jus de fruits. Moins de bouche à nourrir, pas vrai? Le visage de Kendall se crispa. Ce n'est pas à cause de ça. Je pense qu'Harry pourrait être responsable. Cyrus se pencha en avant, l'air ennuyé. Sérieusement, c'est dingue. Kendall leva les yeux lorsque la porte d'entrée s'ouvrit. Harry entra, souriant poliment, le journal du matin à la main. Bonjour, dit-il. Cyrus rit doucement. On parlait justement de toi, papa. Je me demandais si tu étais en train de tuer les détenteurs du secret de famille. Le visage d'Harry s'assombrit instantanément.
Il plia le papier avec un soin délibéré et le mit de côté. Ça suffit, grogna-t-il. Je plaisante, papa. Dit Cyrus en levant les mains, feignant de se rendre. Ne me tue pas. Je suis littéralement ton fils unique. Le silence suivit la plaisanterie. Harry le fusilla du regard. Cyrus regarda alternativement Harry et Kindle, la tension palpable. Sans un mot de plus, Cyrus se leva et sortit. Cette nuit-là, Kendall ne dormit pas. Elle fixa le dos de son amant tandis qu'il se déplaçait dans la maison, calculant chaque pas. Puis, au matin, le téléphone sonna. Harry répondit dans la salle à manger, d'une voix neutre. Oui, c'était la police. Ton fils est à l'hôpital. Pourrais-tu entrer? Il raccrocha et regarda Kendall. Son visage devint froid. Ils comprirent tous deux que c'était maintenant. Ils se précipitèrent chez Merci Général, les murs blancs et stériles se refermant sur eux comme un rappel silencieux de tout ce qui avait mal tourné. Harry tenait Kindle par le bras tandis qu'il suivait l'agent en uniforme dans un couloir sombre où flottait une légère odeur d'antiseptique et de quelque chose de plus froid. Deuil, dit doucement l'agent, les guidant vers le morgue. La main de Kindle tremblait dans la main d'Harry. Elle murmurait sans cesse. Non, pas Cyrus. Pas mon bébé. L'agent se retourna avant d'ouvrir la portière. Nous pensons que c'était un accident. Il roulait trop vite et était apparemment ivre. Il avait perdu le contrôle. Les airbags ne se sont pas déployés. Il n'a pas survécu à l'accident. Kendall s'effondra sur le banc près du mur, le visage enfoui dans ses mains. Ses sanglots résonnèrent sur le carrelage des murs. Harry resta immobile, silencieux. Puis, lentement, les larmes lui montèrent aux yeux. Il se laissa tomber près de Kendall et la serra dans ses bras, enfouissant son visage dans ses cheveux. Pourquoi, pleura-t-elle? Ce n'était qu'un garçon. Mais alors même qu'il prononçait ces mots, une vague de doute traversa son regard. Elle ne resta pas longtemps. Il n'y avait plus rien à faire à l'hôpital. Le chemin jusqu'à la voiture se fit en silence. Pas de dispute, pas de secret, juste l'attente d'un autre cercueil à préparer. 2 funérailles en une semaine. D'abord Linda, maintenant Cyrus. Linda avait été enterrée au ranch, près de l'endroit où les cendres de Brody avaient été dispersées. Ironique, et cruellement. Et maintenant, c'était au tour de Cyrus. Ils sortirent de la morgue dans un couloir froid et faiblement éclairé. Le poids du chagrin pesait lourd dans l'air. Alors qu'il croisait l'agent Keane près de la sortie, Kendall s'arrêta brusquement. Son visage se vida de ses couleurs, les yeux écarquillés de peur. Bélier, hurla-t-elle en saisissant le bras de Keane. Elle pointa son mari du doigt, les doigts tremblants. Il a tué Cyrus. Il a tué Cathy. Il a tué Linda. Sa voix se brisa. Je le sais. Il a tout fait. Arrêtez-le, s'il vous plaît. Derrière elle, Bélier se figea. L'accusation de Kindle résonna dans le couloir. Je suis la prochaine. Il me tuera aussi. L'agent Keane appela des renforts avec une extrême urgence. Quelques secondes plus tard, 2 autres agents apparurent et s'avancèrent doucement pour maîtriser Harry. Il resta immobile, les mains jointes. Il n'y eut aucune résistance, seulement un calme inquiétant. Kendall s'effondra au sol, les larmes aux yeux, tandis que les agents intervenaient pour escorter Harry. « Restez calme, madame », murmura l'un d'eux. « On s'occupe du reste. » Harry fut menotté et emmené dans le couloir, entouré d'agents. Kendall regarda, tremblante, son mari, son ex-mari, être emmené. À cet instant, tout bascula. Kendall, dont la voix résonnait encore à leurs oreilles, devint le principal témoin à charge dans les décès de Cathy, Linda et Cyrus. Mais la vérité restait insaisissable. Il n'y avait aucune preuve concrète, pas d'armes, pas d'aveu, pas de témoins, juste ces accusations et la coïncidence glaçante qu'Harry soit la dernière personne à avoir vu chaque victime vivante. L'agent Keane comprit l'ampleur du défi. Ce sera difficile, dit-il doucement à un collègue. Aucune preuve directe, juste des liens, des chronologies, des soupçons. Pourtant, sous le poids de la déclaration de Kindle, Harry fut placé en garde à vue, et l'interrogatoire venait à peine de commencer. Kindle était assise, recroquevillée au bord de son lit, les doigts tremblants sur une tasse de thé tiède qu'elle n'avait pas touchée. Son regard était lointain, sa peau pâle, comme si le chaos des dernières semaines l'avait vidé de son sang.
Le silence de la pièce fut rompu par un mouvement soudain, une ombre, un léger craquement du plancher. Et puis elle le vit. Une silhouette encapuchonnée se tenait au bout de son lit. Son cri déchira l'air avant que tout autour d'elle ne s'obscurcisse. Lorsqu'elle revint à son tour, désorientée et haletante, elle prit son téléphone et, les mains tremblantes, appela la police. C'était lui. C'était Harry. Il était là. Il est venu pour me tuer. Elle cria, la voix brisée par la peur. Mais Harry était déjà en garde à vue. Cette étrange affirmation donna un poids à son avocat. Au tribunal, la défense a fait valoir que l'état mental de Kind se détériorait sous l'effet du chagrin et de la paranoïa, et qu'elle avait besoin du soutien émotionnel de son partenaire. Le juge, constatant les incohérences dans le comportement récent de Kendall et le casier judiciaire par ailleurs vierge d'Harry, l'a libéré sous caution. Quelques heures plus tard, Harry se tenait devant la porte d'entrée de Kendall. Lorsqu'elle l'ouvrit, elle se figea, serrant le cadre de la porte. « Je ne suis pas venu pour te faire du mal, » dit Harry doucement. « J'étais en cellule quand tu as passé cet appel. Tu peux vérifier les enregistrements. » Le souffle de Kind s'accéléra. « Je l'ai vu. Je jure avoir vu quelqu'un dans la pièce. » Je ne rêvais pas. Harry entra, le front plissé d'inquiétude. « Tu as peur. Je comprends. Mais tu dois me croire. Je n'ai tué ni Cathy, ni Linda, ni Cyrus. » Kendall s'assit lentement, le regard vitreux. « Et qui l'a fait ?» Il y eut un long silence avant qu'elle ne pose la question qu'aucun d'eux n'avait osé poser à voix haute jusqu'à présent. « Était-ce Brody ?» Harry tressaillit. « Ne soyez pas ridicule. Il est mort. » Le visage de Kendall changea. Elle se pencha en avant, la voix basse mais ferme. Cathy avait été retrouvée couverte de parfum. Linda était morte sur le yacht. Cyrus dans sa voiture. Ils lui avaient tous pris ses choses. Des choses qui appartenaient à Brody. Harry resta figé, ces mots s'accrochant à son esprit. Le parfum. Le yacht. Les voitures. Les connexions s'alignaient d'une manière qui lui donnait la chair de poule. Harry prit son téléphone et composa le numéro de l'agent Keane. 1 heure plus tard, Keane arriva. Il entra dans la pièce avec son air cynique habituel. « J'espère que ça va bien, Hopkins. » Kind ne perdit pas de temps. « Nous pensons que Brody est derrière tout ça. Les meurtres, tous. » Kim cligna des yeux une fois, puis rit, profondément amusé. « Excusez-moi, un homme mort. Allez. Vous voulez chasser les fantômes maintenant. » « On est sérieux, » dit Harry doucement. « Il y a des schémas, des connexions, des mobiles. » « Alors, donnez-moi plus que des théories, » rétorqua Keane. « Sinon, arrêtez de me faire perdre mon temps. » Mais Keane avait déjà reculé vers la porte en secouant la tête. « Si vous avez autre chose de concret à dire, je vous écoute. » Sinon, il se retourna, une main sur la poignée. « Ne me faites pas perdre mon temps avec des histoires de fantômes. » Alors que la porte se refermait derrière lui, Harry resta assis en silence, la mâchoire serrée. Il savait que le seul moyen de les faire croire à Keane serait de dire la vérité sur le sous-sol, l'incendie, la trahison. Mais il n'était pas prêt à le faire. 2 jours plus tard, le malaise qui s'était emparé d'Harry et Kind ne fit que s'accentuer. Ils étaient dans le bureau, un silence pesant entre eux, parfois rompu par le léger tintement d'un Kind qui remuait une tasse de café. Elle ne buvait pas. Harry était assis près de la fenêtre, scrutant le parc du domaine. Perdu dans ses pensées. C'est alors qu'il la vit. Une silhouette, grande, encapuchonnée, immobile, se tenant juste derrière les grilles de fer du manoir. Il les observait, il l'observait. Harry se leva brusquement de sa chaise. « Là, » dit-il en pointant du doigt. « Vous voyez ça ?» Kendall se précipita, le cœur battant. Mais lorsqu'ils atteignirent la porte et sortirent, la silhouette avait disparu. Il n'y avait plus que le vent qui balayait le chemin de gravier. Disparu, marmonna Harry, frustré. Il rentra précipitamment à l'intérieur et se dirigea vers la salle de sécurité. Kendall le suivit en visionnant les images de vidéosurveillance, mais le flux était corrompu. L'une des caméras extérieures, celle face au portail d'entrée, était inexplicablement orientée vers le bas, ne captant que la poussière et les bouts de chaussures. « On dirait que quelqu'un l'a déplacé, » dit Harry à voix basse. Il prit son téléphone et appela l'agent Keane.
J'ai besoin que vous veniez tout de suite. J'ai quelque chose à vous dire. J'espère que ça va bien. Hopkins répondit d'une voix fatiguée. Moins d'une heure plus tard, Keane se tenait dans leur salon, les bras croisés, l'air indéchiffrable. Harry ne perdit pas de temps. Agent, je crois que Brody est vivant. Je sais ce que ça peut paraître, mais écoutez-moi bien. Les morts, Cathy, Linda, Cyrus, tout cela est lié à lui. King lança un regard sceptique, trébuchant légèrement comme s'il perdait déjà patience. Tu as dit ça la dernière fois. On dirait toujours une histoire de fantôme. Kendall s'avança. On vient de voir quelqu'un dehors. Grand, encapuchonné. Le même que j'ai vu devant les caméras. Quelque chose les a trafiqués. Côté Keane. En supposant que cette silhouette soit réelle, pourquoi Brody, s'il est vivant, se cacherait-il dans l'ombre et tuerait-il à distance? Pourquoi ne pas revenir, entrer directement et tout réclamer? À moins qu'il ne regarde entre deux. À moins que tu aies fait quelque chose que tu ne me dises pas, Harry hésita. Il est possible qu'il soit en colère à cause de ma relation avec Kendall. Keane haussa un sourcil, sceptique. Harry insista. Écoute, et s'il n'avait jamais été dans ce cercueil? Le feu. Son corps était brûlé. On n'a jamais vu son visage. C'était des funérailles à cercueil fermé. Et s'il n'y avait pas de corps du tout? Keane le fixa, les yeux légèrement plissés. Vous dites que la tombe pourrait être vide? Harry hocha la tête. C'est possible. L'agent Keane prit une longue inspiration, puis se leva de son siège. Vous voulez creuser une tombe en vous basant sur les ombres et la paranoïa? J'ai besoin de savoir, dit Harry. Nous avons besoin de savoir. Keane le fixa encore un instant, puis rajusta sa veste. Ce ranch est à vous, Hopkins. Vous voulez creuser. Creuser. Mais n'impliquez pas la police là-dedans. Le soleil de l'après-midi illuminait le terrain aride du ranch Hopkins tandis qu'un groupe d'hommes de main travaillait sous l'œil vigilant d'Harry, leur pelle creusant la terre. La tombe, celle de Brody, était en train d'être déterrée. Kendall se tenait à distance, les bras autour d'elle, l'air chargé d'effroi. Personne ne parlait beaucoup, juste le cliquetis rythmique du métal sur le sol. Finalement, le cercueil émergea, le vieux bois grinçant lorsqu'on le tira à la surface. Harry fit signe qu'on ouvre le couvercle. Et à cet instant, un profond silence s'abattit sur le groupe. À l'intérieur, il y avait un corps méconnaissable. Des os, des lambeaux de tissu, la silhouette d'un homme enterré depuis longtemps. La mâchoire d'Harry se serra. Il le fixa, immobile. Il y a quelqu'un, murmura-t-il comme s'il essayait de concilier l'image avec le mystère. Kendall s'approcha, les yeux écarquillés. Alors, c'est Brody, mais Harry ne répondit pas. Son esprit s'emballa. Il y a un corps. Oui, mais est-ce Brody? Ils étaient dans une impasse. Pas de dossier dentaire. Brody n'était jamais allé chez le dentiste. Pas de correspondance ADN. Lindo n'était pas sa mère biologique. Cyrus, pas son fils. Tout ce qu'ils avaient, c'était un corps en décomposition dans une boîte et plus de questions que de réponses. Remets-le, dit finalement Harry d'une voix lourde. On n'en tirera rien. Le cercueil fut redescendu. La terre remise en place. Alors que les hommes partaient, Harry et Kendall restèrent là un moment avant de rentrer chez eux en silence. Cette nuit-là, la maison était silencieuse. Le ranch était silencieux. Mais alors que l'horloge avançait après 2 heures du matin, Kendall se redressa brusquement dans son lit. De la fumée, dit-elle en toussant. Tu sens ça? Harry était déjà hors du lit et courait dans le couloir. Une odeur de brûlé emplissait l'air. Dans le bureau, des flammes oranges léchaient les bords de plusieurs toiles empilées près du mur. Des tableaux que Brody avait offerts à Kendall au fil des ans. Harry saisit l'extincteur et pulvérisa, la mousse sifflant en éteignant les flammes. Kendall le suivit, pieds nus et secoué. Le feu ne s'était pas propagé loin, mais le mal était fait. Plusieurs tableaux étaient calcinés, noircis, ruinés. Alors qu'ils restaient là, reprenant leur souffle, quelque chose d'autre attira l'attention de Kendall. Là, posée au milieu de la table de la cuisine, épargnée par le feu et la mousse, se trouvait une bague. Elle s'avança lentement vers la bague, chaque pas mesuré. Sa main tremblait lorsqu'elle la ramassa et la retourna. La voilà, la gravure, la date du mariage de Brody.
Kendall déglutit difficilement et la tendit à Harry. C'est sa bague, dit-elle. Il est de retour. Quelques minutes après avoir trouvé la bague, Harry appela l'agent Keene. La sonnette résonna dans la maison silencieuse, et une fois à l'intérieur, le regard de Keene fut immédiatement attiré par la bague dans la main d'Harry. Il l'examina, puis regarda autour de lui les toiles calcinées empilées contre le mur. D'un léger hochement de tête, il murmura « Quel gaspillage d'argent !» Finalement, il se tourna vers Harry, les yeux plissés. « Alors, qu'as-tu fait à Brody ? Tu l'as tué ou tu as essayé de le tuer ? Si c'est vraiment lui, il revient régler ses comptes. » Harry déglutit. « C'était un accident, dit-il doucement. Brody se retrouva piégé dans l'incendie. Kendall et moi, on a quitté la maison. On n'est pas retourné le chercher. » L'agent Keene haussa un sourcil, le ton empreint d'une incrédulité sèche. « Bon, ça n'a pas l'air si mal. Monsieur Hopkins, appelez-moi quand vous aurez quelque chose qui vaille mon temps. » Un éclair se fit entendre chez Harry. Son visage rougit, la peur se transformant en rage. Il s'avança, fusillant du regard l'agent du regard. « Espèce de salaud. Il a tué ma mère. Il a tué mon fils. Et vous, vous voulez quelque chose qui vaille votre temps ?» Sans réfléchir, Harry se jeta sur l'agent Keene, lui assénait plusieurs coups rapides et incontrôlés. Choqué, Keene recula en titubant. Deux autres agents qui l'accompagnaient se mobilisèrent et plaquèrent Harry au sol, intervenant rapidement pour le maîtriser. Harry fut menotté sous une tension intense, le bourdonnement de la radio de police crépitant dans le silence tendu qui suivit. Kendall était maintenant seule chez elle. Kendall avait été agitée toute la soirée, mais la fatigue finit par la plonger dans un sommeil agité. La maison était silencieuse, plongée dans l'obscurité, jusqu'à ce qu'un brusque changement la réveille. Le matelas s'affaissa à côté d'elle. Ses yeux s'ouvrirent brusquement et son cœur s'arrêta. Une silhouette encapuchonnée était assise au bord du lit, silencieuse et immobile. Elle inspira brusquement, entr'ouvrant les lèvres pour crier. Mais, avant qu'un son ne s'échappe, un fer froid se pressa contre sa bouche. Un flingue. Tu cries, je tire, dit l'homme calmement. Je ne veux pas que ça se fasse aussi vite. Son souffle s'accéléra, ses yeux écarquillés de terreur. Elle hocha légèrement la tête, le corps figé par la peur. Lentement, la silhouette encapuchonnée se leva et traversa la pièce. Il alluma la lumière. La capuche s'enleva. Kendall sentit son souffle se bloquer dans sa gorge. Le visage de l'homme était ravagé, brûlé au point d'être méconnaissable. La peau de ses pommettes tirait, ses sourcils et ses cils avaient disparu. Ses lèvres étaient presque inexistantes, remplacées par des tissus brillants et cicatrisés. L'horreur sur son visage se reflétait dans ses yeux profonds. L'homme pencha la tête. « Oh, est-ce que je te fais peur ?» dit-il presque moqueur. « Je regarde ce visage tous les jours. »« J'y suis habitué maintenant, » murmura Kendall à peine. Bro a dit. Un rire sec lui échappa. « Oh oui, mon amour. Ton stupide mari. » Il s'approcha. La lumière reflétait les rides grotesques de sa peau, vestige de ce qui avait été un homme qu'elle avait si bien connu. « Regarde bien attentivement, dit-il amèrement. Voilà ce que peut faire la confiance à sa femme. » Pour un homme aussi stupide que moi, la voix de Kendall tremblait. « Tu es vivant. » Brody se tenait maintenant au centre de la chambre, la lumière projetant des ombres crues sur les cicatrices de brûlure de son visage. Ses lèvres se tordirent en quelque chose qui ressemblait à un sourire, bien qu'il n'atteignît pas ses yeux. « Oh oui, mon amour, » dit-il lentement et posément. « Je suis bien vivant. Tu peux remercier le docteur Durand pour ça et pour le système d'arrosage automatique du sous-sol. » Les yeux de Kendall s'écarquillèrent d'incrédulité tandis qu'il continuait. « J'étais presque mort. Je l'avoue. Quand le feu s'est abattu sur moi, j'ai cru que c'était la fin, mais les gicleurs se sont déclenchés. Ça n'a pas vraiment aidé à sauver la face. Il a fait un geste vers ses traits brûlés, mais ça m'a donné une chance de me battre. Les médecins m'ont trouvé respirant à peine, et puis le destin m'a fait une faveur. Il m'a conduit à Durand. Il a fait un pas en avant, sa voix s'assombrissant. Je ne te l'ai jamais dit, Kendall, mais Durand et moi, on se connaît depuis longtemps. Même orphelinat. On était presque frères autrefois. On est resté en contact au fil des ans. Alors, quand il m'a vu sur cette table d'hôpital, mutilé et agonisant, il n'a pas hésité.
Kendall est resté figé, respirant à peine. Il m'a maintenu en vie, m'a fait oublier. Brody a continué. Son ton est devenu plus froid, plus calculateur. Bien sûr, je devais m'assurer que personne ne vienne me voir. Alors, j'ai trouvé un corps, une doublure. Je ne te dirai pas d'où ça venait, mais ça a fait l'affaire. Quelques pots de vin bien placés, quelques policiers, quelques médecins, même quelques infirmières. Il s'avère que le silence a un prix, et ils étaient plus que ravis de le vendre. La main de Brody effleura la commode, ses doigts s'arrêtant sur une photo de la maison à ses débuts. J'ai fait ce que j'avais à faire pour allumer. Il fallait que je disparaisse. Il fallait que je devienne un fantôme, car je savais que je ne pouvais pas revenir comme ça. Pas avant d'être prêt. Puis sa voix devint plus grave, presque hantée. De toute façon, je voulais me venger. J'ai passé des années enveloppé de bandages. Des années à contempler ce visage ruiné dans le miroir, et je n'avais que du temps et une thérapie. Une thérapie sans fin, il reporta son regard sur elle. J'étais en thérapie depuis plus de 5 ans. Brody fit un pas en avant, sa présence menaçante, la voix calme, mais froide. J'ai tué Cathy, dit-il d'un ton neutre. Le souffle de Kendall se bloqua dans sa gorge. Elle ne résista pas beaucoup. Elle buvait déjà, engourdie. Quand j'ai versé le parfum, elle a finalement compris que quelque chose n'allait pas, mais c'était trop tard. Le feu l'a rapidement englouti. Elle a paniqué un peu, mais ça s'est vite arrêté. Il s'est arrêté, scrutant l'expression de Kendall, se nourrissant presque de sa peur. Ta belle-mère, elle, a rendu les choses plus difficiles. Brody a continué, la voix plus basse. Elle m'a vu, a essayé de s'enfuir. Je ne sais pas où elle pensait pouvoir aller. Elle a atteint le quai, mais a trébuché. Ses genoux ont lâché. Elle me suppliait quand j'ai attaché les cordes autour de ses jambes. Après ça, ce n'était pas difficile de l'arrêter. Puis je l'ai traînée sur le quai. Elle a essayé de crier, mais je l'ai assommée. Il a laissé le silence s'installer avant d'ajouter, elle a eu la balade dont elle avait toujours rêvé. Sur l'océan, je l'ai traînée derrière le bord. Paisible, tranquille, seul. Arrivé sur place, j'ai juste fait reculer Letch. Les hélices ont fait le reste. Les poissons ont apprécié, surtout les petits finauds. Kendall secoua lentement la tête, les larmes aux yeux, incapable de parler. Les yeux de Brody se fixèrent sur les siens. Elle supplia, Kendall ? Vraiment, mais j'attendais ça depuis des années. Je n'étais pas d'humeur à l'écouter. Il recula, le ton dénué de tout remords. Espérant qu'elle trouve la paix en enfer. Brody se pencha un peu plus près, d'une voix basse et froide. J'ai été plus clément avec votre fils, dit-il, presque comme si c'était une faveur. Quand je l'ai trouvé, je lui ai donné une bouteille de Jack Daniels. Je lui ai dit de la boire. Il a tout fait. Kendall le fixa, les yeux écarquillés, sans ciller. Cet idiot n'arrivait pas à se tenir debout correctement. Brody rit. Puis je lui ai laissé le choix. Brody continua. Je lui ai dit que s'il voulait vivre, il devrait me battre à la course. Juste une simple course. Il marqua une pause, laissant le silence s'installer dans la pièce. Il a perdu, dit Brody en haussant légèrement les épaules. Je dois admettre que j'ai triché. Je me suis assuré que ça, enfin, ma voiture, ne le protégerait pas. Disons que le résultat n'était pas beau à voir. Il avait plus de 50 kg et s'était écrasé contre un arbre. Il baissa les yeux vers Kendall. Il ne restait plus grand-chose de lui. Brody fouilla dans la poche de son manteau et en sortit lentement une corde. Les yeux de Kendall s'écarquillèrent tandis qu'elle reculait dans le lit, la voix tremblante. « S'il te plaît, Brody, murmura-t-elle. Tu n'es pas obligé de faire ça. » Il ne s'est pas approché d'elle. Au lieu de cela, il a lâché la corde et s'est assis calmement au bord du lit et a posé quelque chose de petit et métallique sur ses genoux. Un pistolet. D'accord, Kendall, dit-il avec un calme étrange. Je vais te donner 2 choix. Il n'y a qu'un seul round. Soit tu le fais toi-même et tu finis à ta façon, soit je le fais à ma façon. Kendall fixait l'arme, les mains tremblantes. Sa respiration était saccadée, ses doigts peinant à retenir le métal froid. D'un geste vif, elle leva l'arme et la pointa sur Brody, les yeux emplis d'une défiance désespérée. Elle appuya sur la détente.
Clique, pas de coup. Rien. Brody éclata de rire. Zut. Tu croyais vraiment que je te ferais confiance? Il se leva et marcha lentement vers elle. Le visage de Brody s'assombrit à mesure qu'il s'approchait. Kendall se figea, les mains encore tremblantes du tir raté. Son regard se fixa sur le sien, froid, méconnaissable de l'homme qu'elle avait aimé. Sans un mot, il tendit la main, la posant doucement mais délibérément sur sa gorge, la pression augmentant lentement, les jambes de Kendall se débattant. Tu ressens ça, murmura Brody d'une voix basse et lourde d'amertume. C'est ça, la trahison. Les mains de Kendall se posèrent sur ses poignets, se débattant, sa voix s'éteignant. S'il te plaît, Brody, ne fais pas ça. Il murmura, j'aurais pu le faire avec une arme, mais c'est tellement bon. La lutte de Kendall s'affaiblissait à chaque seconde qui passait. Ses mains, autrefois agrippées à ses poignets avec désespoir, se desserrèrent lentement et retombèrent. Un silence pesant s'installa dans la pièce. Brody resta immobile un instant, les yeux rivés sur son visage, la respiration courte et irrégulière. Puis, lentement, il se pencha en avant et vérifia son pouls. Il n'y avait rien. Il expira en tremblant, non pas avec triomphe, mais avec une étrange et silencieuse finalité. Il se leva, jetant un dernier regard à la femme qui avait autrefois été son monde. Sans un mot, Brody sortit de la chambre. Les couloirs du manoir étaient sombres et silencieux, le silence pesant sur ce qui venait de se passer. Peu après, de la fumée commença à s'insinuer le long des plafonds. Des flammes vacillantes suivirent, dansant le long des rideaux et rampant sur les vieilles poutres en bois. En quelques minutes, le feu s'empara de la maison, s'éleva, consuma, effaça. La demeure Hopkins, autrefois symbole d'héritage et de pouvoir, était maintenant engloutie par l'élément même qui avait failli lui coûter la vie. Et cette fois, sans arrosage automatique, elle brûla sans pitié. À quelques kilomètres de là, l'agent King conduisait 2 véhicules de police sur une route de campagne tranquille. Les lumières de la ville avaient depuis longtemps disparu des rétroviseurs, remplacées par de vastes champs vides s'étendant dans l'obscurité. Le convoi s'arrêta lentement à exactement 5 kilomètres de la ville. Le gravier crissa sous les lourdes bottes lorsqu'un des agents ouvrit la portière arrière de la voiture. Harry fut amené dehors, les poignets rouges à cause des menottes. Sans un mot, les menottes furent retirées. Il regarda autour de lui avec lassitude. On le conduisit à l'agent King, qui se tenait nonchalamment appuyé contre le côté de sa voiture, le moteur tournant encore en refroidissant. King avait les mains dans les poches, une posture détendue, trop détendue. Un léger sourire narquois se dessina sur ses lèvres tandis qu'Harry approchait. Alors, Monsieur Hopkins, dit King presque sur le ton de la conversation. J'espère que votre adrénaline s'est calmée. Harry resta silencieux au début, la mâchoire serrée. Puis il hocha la tête, le regard soupçonneux. King s'extirpa de la voiture d'un pied et croisa les bras. Tu vois, Harry, je sais que Brody est de retour. Les yeux d'Harry s'écarquillèrent d'incrédulité. En fait, King continua tranquillement. Il n'était jamais vraiment parti. Quand vous avez essayé de le tuer, il a survécu. Vous le saviez, demanda Harry, à peine capable de prononcer les mots. J'étais là, répondit King. La nuit où Durand l'a déplacé dans une autre chambre. Je l'ai aidé. En fait, c'est moi qui ai arrangé l'autre corps. Celui qui a fini dans le cercueil de Brody. Harry le fixa, stupéfait. Ses pensées se bousculèrent dans un élan de confusion et d'horreur. King haussa légèrement les épaules. Brody me payait bien. Vraiment bien. Je pourrais prendre ma retraite demain et ne plus jamais m'inquiéter. Mais ce n'était pas la seule raison. Il marqua une pause, puis reprit la parole d'un ton plus posé. Brody, Durand et moi. Nous avons tous grandi ensemble dans le même orphelinat. Tes parents ont adopté Brody, lui ont donné une vie, mais il ne nous a jamais oubliés. Il a aidé Durand à faire ses études de médecine, il m'a aidé à intégrer le département. C'est un membre de la famille. Harry avait du mal à croire ce qu'il entendait. Et maintenant, dit King d'un ton plus aigu. Tu essaies de le déterrer. Un homme qui est censé être mort. Tu vois mon problème, n'est-ce pas? Si la couverture de Brody est découverte, c'est moi qui coule avec lui. Je ne laisserai pas ça arriver. King s'approcha, presque face à face avec le hibou. Alors voilà le marché. Je te laisse partir. Harry cligna des yeux, incrédule. Tu me laisses partir? King rit doucement,
puis fit un geste vers la campagne déserte. Dehors, qui va m'en empêcher? Toujours abasourdi, Harry commença à protester. Mais Brody, il va me poursuivre. Il va me tuer. Keene haussa un sourcil, un sourire narquois. Pourquoi t'inquiètes-tu? Tu es grand, fort. Tu peux le tabasser. Sur ce, Keene tourna les talons et remonta dans sa voiture. Les autres policiers l'imitèrent. Quelques instants plus tard, les moteurs reprirent leur vrombissement et les véhicules de police démarrèrent, disparaissant dans la nuit, laissant Harry seul au milieu de nulle part. Harry marchait depuis près de 20 minutes. L'air frais de la nuit lui caressait le visage lorsqu'il aperçut 2 phares aveuglants au loin. Au début, il ne parvint pas à distinguer s'il s'agissait d'une voiture ou d'un camion. Les phares se rapprochèrent, puis s'arrêtèrent brusquement quelques mètres devant lui. Il plissa les yeux, levant la main pour masquer les feux de route. Le moteur rugit une fois, puis une autre fois, plus fort cette fois, agressif. Harry se figea, son instinct soudain en alerte. Le camion s'emballa de nouveau, puis fonça en avant. La panique le gagna. Harry fit demi-tour et se mit à courir. Le klaxon du camion retentit derrière lui, strident et violent. Le moteur rugissait de plus en plus fort à chaque seconde. Il ne cherchait pas à le renverser immédiatement. Non, il jouait avec lui, appréciant la poursuite. Le grognement des pneus contre la route correspondait au tonnerre du rythme cardiaque du bélier. Mais le jeu s'est terminé rapidement. Avec un dernier cri de pneu, le camion l'a accéléré et l'a coupé. Le bélier a volé plusieurs pieds dans les airs et a claqué l'asphalte. La douleur a explosé à travers son corps. Cria-t-il en voyant sa jambe pliée à un angle contre nature. L'os stimulant grotesquement à travers la peau. Le camion s'est arrêté. La porte du conducteur s'est ouverte et une silhouette est sortie lente et délibérée. Le souffle du bélier a pris dans sa gorge alors que la forme se mettait au point. Brody. Le visage du bélier s'est épuisé de toutes les couleurs. Brody se dirigea vers lui et laissa